Alors le rôle et justement les difficultés des maires, on va en parler dans quelques instants dans ce grand décryptage, mais on va d'abord aborder cette question de l'agriculture et le GIEC qui tire la sonnette d'alarme. Il publie aujourd'hui un rapport et le constat et les pistes sont expliqués par Charlotte Dupont. Regardez. Labourer les champs, un geste pas si anodin pour la planète. Selon le dernier rapport du GIEC, l'agriculture est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre produites par l'activité humaine. L'élevage est lourdement pointé du doigt. Il y a les émissions de méthane des bovins, l'eau utilisée en grande quantité, mais surtout la déforestation causée par l'élevage et les cultures depuis le début de l'humanité. Un secteur néfaste pour l'environnement, mais qui peut aussi s'avérer être une solution contre le réchauffement climatique. Si on arrive à bien gérer les terres agricoles, à préserver les prairies par exemple en Europe et en France, à arrêter de labourer pour éviter d'enfouir et de dégrader la matière organique des sols, eh bien on peut capter du CO2, on peut capter des gaz à effet de serre et donc contribuer à l'atténuation du changement climatique. Avec 9,8 milliards d'hommes attendus sur la planète en 2050 contre 7 milliards aujourd'hui, le monde doit s'adapter à un système alimentaire plus raisonné. Plus mettre en avant, plus faire la promotion des pois chiches, des pois, des fèves, des haricots verts, toutes ces sources de protéines végétales qui peuvent assez facilement remplacer la viande. Le GIEC souligne aussi qu'il faut définitivement lutter contre le gaspillage alimentaire pour améliorer la situation. L'enjeu, donc vous l'avez compris, eh bien, c'est de pouvoir nourrir l'humanité demain. Mathilde Aubineau, est-ce que vous jugez aujourd'hui que ces conclusions sont importantes à apporter à la classe politique ? Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est les propos tenus par Elisabeth Borne, en revenant sur ce qu'a dit le GIEC, en considérant que le GIEC vient à nouveau d'apporter à tous la démonstration que le dérèglement climatique n'est pas une opinion, mais une vérité climatique. Et ça, c'est important pour l'installer à la fois dans l'agenda politique et médiatique, et qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des citoyens. Après, alors, les pois chiches étaient évoqués. Ça, qu'est-ce qu'il en est aussi pour trouver des solutions ? Alors, il y a évidemment des choses de bon sens à mettre en place, mais qu'est-ce qu'il y a de véritablement nouveau, de concret aussi, pour pouvoir opérer ces changements ? C'est aussi des politiques de santé publique qui peuvent être aussi mis en place également. Oui, il y a un changement de modèle en fait à mettre en place pour les agriculteurs, puisque finalement depuis la fin de la guerre, on leur a imposé, on leur a conseillé une agriculture intensive avec de grandes exploitations. Ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup dépensé pour s'équiper avec des machines agricoles qui leur ont souvent coûté très cher et pour lesquelles ils sont souvent endettés. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette agriculture-là, elle est remise en question parce qu'en réalité, finalement, elle correspond plus à nos modes d'aujourd'hui, c'est-à-dire à un mode où on demande davantage de bio, où on demande des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, où on sait que ce qu'on mange a un impact sur notre santé. Et donc, les agriculteurs eux-mêmes ont commencé à opérer cette mutation. Ils ont commencé à voir qu'il fallait de plus en plus mettre en place des circuits courts. On reparle évidemment de faire de la jachère, de remettre des clôtures pour favoriser ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire cette fameuse agriculture qui finalement permet de se recycler, permet de pouvoir profiter au maximum de toutes les ressources aujourd'hui naturelles. Et c'est un véritable changement de modèle très important pour eux à mettre en place. Tous ne l'ont pas encore fait, mais ils sont sur cette voie-là. Justement, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'agriculture intensive, Stéphane Attal ? Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est la fin, mais en attendant, ce que je note, moi, c'est la théâtralisation de la communication de ce rapport. Quand on regarde un petit peu dans les différents médias, il est noté que c'est un rapport qui fait 1200 pages, dont la synthèse fait 60 pages, qu'on est rentré dans les détails les plus extrêmes et qu'il est temps vraiment de prendre conscience de choses dont, de toute façon, tout le monde a déjà pris conscience. Et peut-être que cette théâtralisation, en fait, veut marquer quelque part une sorte de nouvelle époque, veut faire rentrer, veut pousser les différents acteurs de cet écosystème à une nouvelle époque. Effectivement, changer de mode agriculteur, c'est pas simple. Les agriculteurs sont des entrepreneurs qui investissent, qui sont endettés et qui ont peu de revenus. Donc ça va quand même pas être facile de faire passer une transformation aussi radicale que le recommande le GIEC. Et quand tu as arrêté de manger de la viande, si déjà les permanences des élus sont violentées pour le CETA, j'imagine ce que ça va être lorsque les agriculteurs bovins vont être empêchés de travailler. Enfin, je trouve qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Il est évident qu'on est dans une logique de transformation. Il y a le sommet du climat début septembre, si je ne m'abuse, qui est en fait dans sa phase préparatoire aujourd'hui avec ce rapport. C'est pas
c'est absolument pas anodin que ce rapport sorte 3 semaines avant et qu'on lui donne une telle ampleur, une telle théâtralisation. Est-ce que c'est aussi une façon de dire qu'il faut maintenant donner des mesures clés en main aux dirigeants, que ce n'est plus des grandes lignes, des grandes intentions, mais il faut vraiment leur dire quelles mesures ils peuvent adopter? Il faut rentrer dans l'opérationnel, en effet. Noé Gandillot, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je ne sais pas si le GIEC théâtralise ou met en scène. Je crois que c'est avant tout un collectif de scientifiques tous très sérieux qui fait un rapport et après les médias s'en emparent et décident de communiquer de la manière dont ils veulent communiquer. Je devais parler de théâtralisation. Les médias s'en emparent parce qu'ils ont été invités à un gros événement. Donc c'est un collectif de scientifiques tous plus sérieux les uns que les autres. Hein. Non, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas parce que c'est théâtralisé que ce n'est pas sérieux. Oui, mais quel est le problème du coup Est-ce que c'est pas nécessaire aujourd'hui dans une société d'ultra-communication avec les réseaux sociaux? C'est une façon de marquer un temps, une conférence de presse de ce niveau-là. C'est clair que c'est pas pour rien qu'on l'organise. Non, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que les rapports du GIEC, je sais pas si vous en avez déjà lu un, mais on ne peut pas faire plus neutre en fait. C'est des faits, c'est des analyses, c'est des chiffres. Donc je vois pas bien quelle est la théâtralisation et quel serait l'éventuel problème. Vous êtes en train de me dire que la théâtralisation est égale à une manipulation. C'est pas ce que je dis là. Je dis que au contraire, c'est une façon pour le GIEC et les acteurs de cet écosystème de mettre en avant cette problématique de façon, pardon, je répète, théâtralisée. C'est-à-dire que les médias, on fait en sorte que les médias s'emparent du sujet et donc commence... Comme dans toute organisation... j'ai rarement vu une conférence de presse du GIEC, en fait. Oui, mais... En tout cas, un sujet qui est mis normal. Le sujet de base qui est mis en avant dans ce rapport, c'est les sols, la situation des sols en particulier. Et ce n'est pas un sujet qu'on connaît et qu'on maîtrise de façon habituelle. Ouais. Mathilde Aubineau, est-ce que le sujet des sols est aujourd'hui délaissé, d'après vous, par les dirigeants? Là, justement, au regard de cette médiatisation, ça va être un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Vous évoquez la théâtralisation. Ce qui est aussi intéressant, c'est la manière dont la légitimité est mise en avant aussi. 195 pays membres, justement, qui vont asseoir aussi cette visibilité, cette légitimité pour pouvoir, évidemment, changer de cap, changer de point de vue aussi. Donc ça va être intéressant de voir comment ces sujets-là vont tenter de pouvoir s'imposer aussi. Voilà, ce qui se passe, c'est que souvent, effectivement, on dit il faut arrêter, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça reste de l'ordre de l'incantatoire. Et là, ce que dit le GIEC, c'est que vraiment, il est temps d'agir, il faut vraiment se retrousser les manches, sinon il sera trop tard. Et sur la viande, je voulais juste apporter une petite précision. Vous disiez ne plus manger de viande. En fait, ils disent qu'il faut manger moins de viande. Ouais. Donc c'est quand même un peu différent. Et de la viande plus locale, donc fabriquée localement, enfin avoir recours à des circuits courts, parce qu'évidemment, il n'est pas du tout de leur objectif de ce coup mettre tous les éleveurs bovins sur la paille, si on peut dire. Donc au contraire, alors c'est vrai qu'ils préconisent aussi de prendre des produits de substitution, les légumineuses, etc. Mais il y a beaucoup de bon sens aussi finalement dans leur préconisation. Mais justement, il faut savoir aussi qu'il y a 70% de la surface terrestre habitable qui est occupée par des activités humaines. Donc les sols sont fortement occupés, on va dire, par ce que font les êtres humains. Je vous propose d'écouter le vice-président justement du GIEC, c'est Jean Jouzel. C'est le principal thème de ce rapport. Comment peut-on concilier sécurité alimentaire et sans lutte contre le réchauffement climatique, étant entendu que si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre de façon, disons, irraisonnée, eh bien, nous serons obligés de pomper ce CO2 de l'atmosphère. Donc on voit bien, il y a cette compétition entre, disons, sécurité alimentaire et, disons, énergie, production énergétique, piégeage et stockage du carbone qui est effectivement au cœur de ce rapport. C'est donc bien l'ancien vice-président du GIEC. Il nous explique que la sécurité alimentaire, eh bien, ça va passer forcément par le combat contre le réchauffement climatique. On a vu qu'il y a eu les accords de la COP21. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les clous, d'après vous, Stéphane Attal ? Être dans les clous, je ne porterai pas ce jugement-là. Je ne suis pas assez expert en la matière. Toujours est-il que c'est devenu un sujet majeur. Ça fait quand même quelques années, mais notamment quelques mois. Et j'ai envie de dire, depuis que Emmanuel Macron a pris la main sur le climat lorsqu'il a été élu et qu'il a réuni les grands de ce monde pour en faire presque une cause, on se rend compte quand même qu'il y a un mouvement qui est en train
de se passer. Même si on a du mal à trouver un ministre de la transition écologique qui soit stabilisé à son poste en France, néanmoins, il est fondamental que les États s'emparent du sujet pour faire des propositions aux populations au sens large et à l'humanité en général, puisque c'est l'humanité qui épuise la planète selon votre titre. Hein. C'est quand même... Alors, Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, au passage, ont eu un éveil de conscience assez tardif. Hein. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le discours plus que dans l'action? Alors oui, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des discours très très volontaires, très ambitieux, et que parfois les actes ne sont pas à la hauteur des discours. Mais c'est vrai que lui-même le reconnaît, Édouard Philippe aussi, Emmanuel Macron et Édouard Philippe le reconnaissent. Ils ont eu ce switch, c'est-à-dire cet éveil de conscience assez tardivement, je dirais l'année dernière. Et ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il a eu ce switch, comme il le dit lui-même, notamment à cause de la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire que c'est le fait que les jeunes soient descendus dans la rue qui lui a fait prendre conscience de l'ampleur du problème et de l'urgence. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron le discours entre les actes et les paroles. Lui dit qu'il a une vraie prise de conscience assez récente, donc on va quand même attendre, on va lui donner encore un peu plus de temps. Et on le jugera bien entendu à la fin de son quinquennat. En tout cas, celui qui estime qu'on n'a plus le temps, c'est le réalisateur et militant Cyril Dion qui dit qu'on est bien loin de l'objectif des 1,5 degrés visé par les accords de la COP21. Je ne sais plus comment le répéter. La trajectoire actuelle, c'est plus 5 degrés. Hein. Plus 5 degrés, ça veut dire qu'il y a un bon nombre de pays sur cette planète qui deviennent inhabitables. Ça veut dire qu'il y a un scientifique allemand, le directeur de l'Institut climatique de Potsdam, qui disait en 2009 qu'on pourrait être seulement 1 milliard sur cette planète à plus 5 degrés. Il faut prendre la mesure de ce que c'est. Et une des pistes qui est suggérée, notamment, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce serait une des premières mesures un peu plus faciles à mettre en place en ce qui concerne cette question de l'alimentation, puisqu'il faut savoir que 30% de la nourriture est perdue en ce moment. Alors, est-ce qu'on en fait assez, notamment dans cette matière-là, Isabelle Gounin ? Non, on n'en fait pas assez, ça c'est clair. 30% de la nourriture perdue, ça c'est vraiment une abomination. C'est scandaleux quand on imagine qu'effectivement, il y a des gens qui mangent pas à leur faim sur la planète. Mais pour revenir sur ce qu'il dit sur les 1 milliard, c'est quand même assez inquiétant ce chiffre, parce qu'on sait qu'on est déjà 7 milliards et qu'on devrait être 10 milliards à l'horizon de 2050. Donc il y a vraiment urgence. Et je crois que ce rapport du GIEC nous incite, et comme des gens comme ce réalisateur avec son film Demain, qui est absolument extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas encore vu, mais en tout cas, il est vraiment à voir avec toutes les initiatives finalement que chacun peut faire à son petit niveau, parce que finalement on est tous acteurs. On a le sentiment que c'est peut-être des enjeux qui nous dépassent, mais en réalité, même dans notre rôle de consommateur, selon ce qu'on va aller acheter et selon la manière dont on va effectivement traiter nos déchets, on peut chacun à notre niveau, si on peut dire, prendre part à cette lutte contre ce réchauffement climatique. Donc c'est important de se mobiliser tous à quelque niveau qu'on soit, sans forcément se dire moi j'y peux rien. Non, tout le monde peut quelque chose. Mathilde Aubineau. Et du coup, il y a aussi une plus grande sensibilisation de la part des jeunes générations, justement, du point de vue de leurs usages, de leurs pratiques au quotidien, et cela dans des univers très variés. Donc ça, c'est aussi une manière de changer avec les habitudes. On change d'approche, c'est plus une approche contraignante uniquement, mais voilà, dans les usages, dans les pratiques à mettre en place au quotidien, là, il y a un vrai changement, une prise de conscience, et que des films, donc la culture populaire aussi s'en empare. Ça, c'est aussi un levier de diffusion aussi de ces messages-là. Alors le discours de Cyril Dion, certains vont dire qu'il est alarmiste, que finalement ça fait plus de mal que de bien parce que ça fait peur aux gens et finalement ça les bloque, ça ne propose pas de solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Moi je pense que c'est important que des leaders d'opinion fassent leur boulot de leaders d'opinion et pour réveiller un petit peu les consciences. Je partage ce que vous dites, je pense que c'est de la jeunesse que viendra la véritable transformation. C'est évident. C'est un motif d'espoir d'ailleurs. Exactement, absolument. Et donc ça donne un envie, peu le seul motif d'espoir d'ailleurs. Exactement. Une jeunesse qui a d'ailleurs voté largement pour le leader Yannick Jadot aux élections européennes. Donc on voit bien que son souci. On voit bien que le socle de la transformation se situe dans la jeunesse, et ce qui est quelque part un petit peu normal. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que pour ce qui est du gaspillage alimentaire, il y a quand même beaucoup d'initiatives commerçantes en France notamment, de nouvelles propositions de distribution qui ne regardent plus les dates de péremption, qui recyclent un certain nombre de produits. Ce sont des commerces qui marchent extrêmement bien, qui se développent sous forme moderne, c'est-à-dire sous forme de coopérative. Ce ne sont plus des entreprises capitalistiques, en tout cas au stade où on en est. Et ce sont donc des entreprises qui
prennent ces initiatives qui permettent justement de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ils ont un combat à mener pour le gaspillage alimentaire. Est-ce que ça va devenir un combat commerçant ? On le verra dans les prochaines années. C'est aussi l'un des combats du gouvernement. Absolument. Ouais. Et donc, mais quand on va sur le terrain et qu'on rencontre ces commerçants-là, ce sont des entrepreneurs militants. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont habités par la passion de recycler ou de lutter contre le gaspillage alimentaire, et ça ne les empêche pas de faire des bonnes affaires. Néanmoins, ce sont des propositions originales qui répondent au climat ambiant. Ça peut être une opportunité, Isabelle Gounin, en matière économique. Ah bah bien sûr, hein, pour les entreprises, beaucoup d'entreprises ont déjà compris d'ailleurs. Hein, des boîtes comme Veolia sont vraiment très largement lancées dans cette fameuse économie circulaire, donc où on recycle les produits. Des boîtes comme Paprec, il y a vraiment un marché à saisir et elles doivent nous accompagner là aussi dans tout ce qu'on doit faire. Et puis il y a évidemment aussi d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus vont être mis en difficulté. Par exemple, tout le secteur de l'emballage. On sait qu'il y a énormément d'emballages aujourd'hui, beaucoup trop. Même les produits bio aujourd'hui, ils peuvent se reconvertir. Voilà, il faut qu'ils trouvent autre chose à faire. Les produits bio aujourd'hui sont emballés dans du plastique, ce qui est assez incroyable. Pour éviter quoi ? Pour éviter qu'en fait les gens viennent se servir comme ça dans les étalages. C'est aussi parce qu'il y a une réglementation européenne qui impose à ce que l'étiquette bio soit visible. Voilà, exactement. Donc on voit quand même encore un peu des aberrations. On avance, mais avec parfois des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes.